Nouveau numéro de l'émission Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour l'intérêt que vous ne cessez d'apporter à cette émission de débat sur l'actualité de la semaine. Parlant de l'actualité de la semaine, elle a été marquée par le recensement électoral dans la seconde zone, les rivalités C14 UFC Unir pour le choix des représentants de l'opposition à la CENI, l'affaire Sébastien Ajavon au Bénin et la plainte de la Gambie contre les éperviers. Monsieur Joël Kosivi Abalo est notre invité du jour. Il est le secrétaire général du Club citoyen. Monsieur Abalo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir Monsieur Adjalé. C'est plutôt nous qui vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau. Moi, je vous connais très bien, mais mes téléspectateurs ne vous connaissent pas. C'est l'occasion de décliner votre personnalité à ces très chers téléspectateurs qui ont bien envie de vous connaître. Merci, je suis Joël Kosivi Abalo, comme vous l'avez dit, secrétaire général du Club citoyen, une association de la société civile. Mais avant ça, je suis juriste de formation, donc défenseur des droits de l'homme, pour faire simple. Pour faire très simple, nous allons toujours à la genèse des personnes que nous recevons sur ce plateau. Vous êtes d'abord, quand je prends votre patronyme à Abalo, vous êtes du nord ou bien du sud? Je suis un métis de Vaughan et de Yoto. Donc carrément du sud. Oui. Mais votre nom nous renvoie un peu au nord. Il y a des gens de Kara qui s'appellent Abalo. Oui, bon, vous parlez un peu. Le nom Abalo, je dirais que c'est un nom bordel qui se retrouve partout au Togo. Mais ça n'a pas la même signification. J'aurais appris que Abalo signifierait garçon en pays kabyé. Chez nous, ça a une autre signification, de toute façon. Quelle est la signification que vous donnez? Oui, la légende raconte que dans notre famille, enfin, dans notre milieu, quand vous donnez naissance à des enfants qui meurent tout le temps, à un moment donné, il faut donner un nom étranger pour que les sorciers qui s'en occupaient le laissent tranquille. C'est le cas. Donc votre grand-père a importé ce nom d'ailleurs? Exact, parce que dans sa lignée, il était le seul à rester. Ah bon? Et certainement qu'on va attribuer ses morts à la sorcellerie, comme on a l'habitude de le faire. C'est ce que dit la légende. D'accord, donc vous êtes de Vaughan et de Yoto, voilà. Les deux. Oui. Mais quand même, le papa vient de Vaughan. Non, c'est le papa plutôt qui est de Yoto et la maman de Vaughan. Et je suis né à Vaughan, exactement. Vous êtes né à Vaughan. Bon, revenez-nous un peu sur votre enfance. Elle s'est passée où et comment? Voilà, je suis né à Vaughan. Je suis de votre génération. Trentaine d'âge donc, né à Vaughan, mais où j'ai connu donc la tendre enfance, la petite enfance, jusqu'à l'école primaire que j'ai commencé dans le Yoto chez moi donc. J'ai fait l'école primaire exactement à Épée. Après le CPD, je suis passé au collège d'enseignement général de Tablibo. À l'époque, on l'appelait CG Tablibo-Ville, l'actuel CG Tablibo-Ville 1, parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Donc après le BPC, j'ai rejoint le lycée de Tokoin à Lomé, où j'ai fait de seconde en terminale. Et puis après un bac D, je suis rentré à la fac de droit à l'université de Lomé, où j'ai fait le premier cycle. Mais après, j'ai fait une licence en droit. On va revenir sur votre parcours universitaire, mais quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Un souvenir particulier, quelque chose qui vous a marqué lors de votre enfance? Oui, je peux le dire. Dans mon enfance, d'abord la petite enfance, j'ai gardé un souvenir de ce que, quand j'avais 3-4 ans, ma maman avait voyagé, donc j'étais contraint de rester chez ma grand-mère à Vaughan, dans un village de Vaughan. Et l'histoire raconte, et je me souviens d'elle très bien, comme si c'était hier la veille, parce que la grand-mère n'avait que d'activités champêtres. Et en pays où vous avez, les champs ne sont pas à les maisons d'à côté. Il faut faire des kilomètres pour aller au champ. Donc elle me préservait de ce fardeau de déplacement, de ce voyage-là. Elle me gardait à la maison. Mais l'histoire raconte que je ne me mêlais pas aux jeunes du quartier. Je m'enfermais jusqu'à son retour. Et pourquoi?
Bon, je ne sais pas, voilà un petit qui est né très sage, on dirait. Donc, les grands frères, les hommes qui étaient en ville, quand ils revenaient, ils me couvraient des loges. Ça m'a toujours marqué. Donc, je me rappelle comme si c'était... Normalement, vous devez vous associer aux jeunes du quartier pour vous amuser. Et vous avez préféré être à l'écart? Justement parce que je n'ai pas fait avec eux. Au début, c'était avec les parents, enfin, dans un autre village. Quand je suis revenu, je ne voyais pas de rapport. Donc, j'ai préféré, très tôt, c'est quand même bizarre. Très tôt, je me suis réservé. Et je crois que ça m'a permis de... Enfin, on ne dira pas qu'un enfant réfléchit, mais ça m'a permis de prendre mes marques. Ah bon, mais sinon, si j'étais à votre place, moi, j'allais m'adjoindre aux jeunes du quartier. On va s'amuser, on va... C'est pour ça que je dis que ça m'a marqué. C'est l'attitude normale, mais je n'ai pas fait ce qui est normal. Donc, on va revenir sur votre parcours universitaire, comme vous avez commencé. Vous êtes juriste de formation. Comment ça s'est passé, l'université de Lomé et après? Donc, je disais que j'ai fait le premier cycle à l'université de Lomé. Mais pendant que je me suis inscrit à la fois à l'université de Lomé et à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai fait ma licence donc, de droit public à l'université d'Abomey-Calavi. L'année d'après, je suis allé faire une maîtrise de droit public donc, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai commencé un DE en relations internationales avant d'avoir une opportunité de faire un master en droit public fondamental à l'université de Poitiers en France. Et ça a été sanctionné par un diplôme certainement? Oui, je suis titulaire d'un diplôme de master en droit public fondamental. Je suis actuellement en thèse. D'autres à votre place ne vont pas vouloir revenir au pays, mais continuer à l'extérieur? Oui, ça dépend. Avant que je suis allé, je ne suis pas allé en Europe comme un aventurier. J'ai eu un visa d'études. Je suis allé fréquenter. Pendant que je fréquentais, je suis venu en vacances. J'ai trouvé une opportunité d'embauche, je l'ai saisie et je continue les études. Et s'il faut faire la part des choses entre l'Europe et le Togo, est-ce qu'il y a mieux? Oh, ça dépend de celui qui parle. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont pour ambition de briguer toutes les conséquences et aller vivre en Europe, parce que c'est l'Eldorado. Oui, ça dépend de celui qui parle et de la vision qu'on a. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique et mon pays, donc j'ai refusé. Hein. J'ai refusé d'être esclave dans la richesse. J'ai préféré l'honneur, pas dans la pauvreté, mais avec le minimum. Quel esclave dans la richesse, alors qu'on sait très bien qu'avec un euro, on a 655 au Togo. Il suffit d'avoir envoyé 500 euros peut-être par mois à la famille ici, et puis on pense que tout va jouer. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, vous diront que le monde n'est pas fait seulement que du pain. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Il y a une histoire qui m'a marqué pendant que j'étais en France. Un ami est venu me rendre visite. Vous savez, en France, c'est tellement réglementé. Il a garé sur un parking handicapé. C'est pas envisageable, on va vous amender. Je lui ai dit, mais Marc, vous êtes en train de garer sur une place handicapée. C'est alors qu'il me répondait, il dit, de toute façon, je suis un handicapé. Je dis quoi? Il dit, je suis un handicapé racial. Je ne voudrais pas être permanemment un handicapé. Ah, ça se comprend. Donc, si ma mémoire est bonne, vous avez milité dans le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais MET quand vous étiez sur le campus de l'université de Lomé. Quel rapport gardez-vous avec ce mouvement aujourd'hui? Non, je n'ai pas milité dans le MET. Je suis membre fondateur du MET pour avoir été le premier vice-président à sa création et puis après président dans les années 2007. Les rapports que nous gardons, comme toute association, c'est un mouvement syndical. Nous avons toujours des rapports, mais nous sommes devenus, entre guillemets, un conseil pour la jeune génération. Et que pensez-vous du MET d'aujourd'hui? Puisque aujourd'hui, les étudiants pensent que le MET n'a plus sa valeur d'antan. Le MET ne réclame plus le droit des étudiants comme vous l'avez fait. Oh, rien ne sert de réclamer. Les juristes vous diront réclamation sur réclamation ne vaut. Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils veulent? C'est le plus important. Est-ce que le MET a continué par œuvrer pour l'épanouissement de l'étudiant togolais? Je dirais oui et je leur tire à vos chapeaux. Il faut reconnaître que beaucoup de facteurs ont joué maintenant pour que le MET ne soit plus assez actif, vigoureux comme dans le temps, mais bon, c'est la situation qui existe. On ne peut pas demander à tout le monde de faire comme ça. Vous avez fait chemin avec quels membres du MET qui sont influents aujourd'hui? Ou à mon temps, lorsque j'étais président, il y avait mon successeur, Adou Sebou.
Qui a intégré aujourd'hui le parti. Qui est devenu politique. Après, voilà, il était dans mon bureau. Hein. Après, celui qui l'a succédé aussi, Audi. Audi Boga. Ah oui, c'était devenu aussi le chargé de com du CAR aujourd'hui. Voilà, il était à l'époque le chargé de l'organisation. Donc voilà, plein de gars avec qui j'ai travaillé, qui sont aujourd'hui dans la politique. Bon, en prenant l'exemple de Audi, il paraît que le maître est une pépinière du CAR, du Comité d'action pour le renouveau. Oui, l'argument là, on a toujours... C'est vrai qu'il y a une coïncidence qui fait que la plupart des membres du bureau du CAR, bizarrement, font partie du CAR. Enfin, du maître font partie du CAR à l'époque. Mais aujourd'hui, la dernière fois, j'ai été invité à une formation pour les jeunes des partis politiques. Hein, je devais donner une thématique. J'ai rencontré un monsieur du METS qui me disait qu'il était de la CDPA. Donc, non, il y a l'exception à la règle. Il y a une exception à la règle. Ce n'est pas dit, les statuts du maître ne prévoient pas que pour être membre du maître, il faut être du CAR. Mais le hasard a fait qu'à un moment donné, la plupart, je ne dirais même pas la majorité, parce qu'il y a il y a certains qui ne sont même pas politiques. Mais le hasard, je ne sais pas, mais le hasard a fait qu'à un moment donné, certains responsables du CAR, et du maître plutôt, étaient des militants de CAR. Mais je reviens là-dessus, parce que ce qu'on réclamait à l'époque, les gens disaient que le maître, surtout le bureau, était manipulé par le CAR. J'ai envie de demander... Pas maître, je n'en sais rien, mais est-ce qu'on a besoin d'être manipulé en tant qu'étudiant pour réclamer ses droits? Je ne pense pas, Daniel. Mais bon, toutes les cartes étaient valables pour qu'on puisse dire cela, parce que d'habitude, après votre passage outre Sédou, vous tous, vous êtes membres du CAR. Et moi aussi, j'ai fait exception. Vous l'avez été aussi, je vous ai connu en tant que défenseur des valeurs du CAR. Oui, mais je ne vais pas le nier. Moi, j'ai été politiquement formé par Maître Yavi Agbebo, que je salue de passage, hein, parce que voilà, c'est un monument, un animal politique. J'ai été à son école, je ne le regrette d'ailleurs même pas. Mais voilà, ça n'entachait en rien mon engagement syndical. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous avez délaissé carrément le champ politique? Délaissé. Vous savez, je vous ai dit que j'ai fait un parcours, que j'ai regardé comment ça se passe ailleurs, la politique. Une fois revenu au pays, j'ai envie de dire que je suis déçu par ce qui se passe. Ah bon? Je suis déçu par ce qui se passe. Et ma maison mère s'est déchirée entre temps. Où il y a le FDR de Maître Apévon et le CAR qui a conservé le noyau. Exact. Donc je ne me retrouvais plus. Ajouté à ce que j'ai regardé comment ça se passe ailleurs, je suis un tout petit peu déçu et j'ai pris un peu de recul pour mieux faire. Pour mieux faire. Aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général du Club Citoyen. Club Citoyen, pourquoi cette dénomination? Oui, Club Citoyen parce que c'est un regroupement des jeunes citoyens togolais qui ont compris à un moment donné que les Togolais, excusez-moi, la majorité des Togolais sont des citoyens, mais il manque de peu pour être de bons citoyens. Et nous avons estimé à notre niveau que le bon citoyen, d'ailleurs c'est notre credo au niveau du Club Citoyen, notre credo c'est savoir pour être un bon citoyen. Savoir pour être un bon citoyen. Ça voudrait dire que déjà on ne sait pas qu'on est citoyen. Ouais. Et de surcroît, il faut être un bon. Oui, parce que nous avons compris que l'ignorance a commencé par tuer. On dit chez nous que l'ignorance ne tue pas, mais non. Quand vous ne savez pas, vous posez des actes qui vous sont préjudiciables. Nous avons compris que le bon citoyen, c'est celui qui est conscient de ses droits et devoirs et en fonction de ça, il saura agir. Et notre mission fondamentale, c'est de tout faire. Nous allons fermer la porte du Club Citoyen le jour où nous comprendrons que tous les Togolais sont devenus de bons citoyens. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied ce mouvement? Voilà, c'est ce que je dis, avoir le comportement, l'incivisme dans nos rues, ne serait-ce que la capitale, vous comprendrez qu'il faut à un moment donné apporter des informations aux gens, parce qu'ils agissent pas parce qu'ils le savent, mais parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils portent préjudice à un innocent qui passe. Regardez le cas le plus simple. Hein. Il suffit d'offenser un tout petit peu un Zemi Diaman dans la rue, mais vous en prendrez pour votre compte. On commence par vous injurier. Exact. Et donc c'est le manque de civisme. Le manque de civisme. Celui-là, quand on lui apprend que l'injure, lorsqu'il est revêtu de caractère public, devient une infraction pénale, il comprendra qu'il a tort de le faire.
Donc, bon, revenez-nous sur les objectifs du Club Citoyen. Voilà, les objectifs du Club Citoyen, c'est de faire valoir les valeurs républicaines. Mais nous sommes, il y a un côté qu'on ne nous connaît pas assez, nous sommes fondamentalement panafricains. C'est-à-dire que nous sommes d'accord avec le chanteur ivoirien Tiken Darfouli qui dit que lorsque l'Afrique va s'unir, ça va faire mal. Mais notre démarche est l'inverse de ce qui se fait actuellement. Nous prenons une Union africaine à l'envers. C'est-à-dire que ce qui se fait actuellement, de façon schématique, c'est comme on a commencé par construire les toits, et puis après on veut faire les fondations. Demandez à ma grand-mère au village qu'est-ce que c'est que l'Union africaine, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Nous voulons faire l'inverse. Amener les citoyens à comprendre le bien fondé de cette Union africaine, faire une Union africaine des peuples, et non une Union africaine de politique. Pour nous, pour faire l'Union africaine, lorsque les peuples seront convaincus à la base, il serait intéressant que nos chefs d'État cèdent un peu de leur pouvoir dans certains domaines clés. Par exemple, la recherche. Nous avons près de 53, 54 États africains qui tous font la recherche. Combien ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Je ne sais rien. Vous fondez tout ça là en un seul ministère, en un seul organe de recherche. Dans 10 ans, comme le dit l'Ivoirien, ça va faire mal. Le problème, l'un des problèmes de l'Afrique, c'est seulement l'eau, mais la gestion de l'eau. Nous avons des ministères de l'eau, des ministères de l'hydraulique villageoise dans tous les pays. Fondez ça en un ministère, ministère de l'eau et de la gestion de l'eau pour l'Afrique. Vous verrez que l'agriculture en découlerait. Parce que quand on aura géré l'eau, on n'aura plus les catastrophes, on n'aura plus les inondations. Non seulement on n'aura pas ça, mais on va profiter de ça pour bien traiter, enfin, pour exceller dans l'agriculture. Pour nous, une Union africaine des peuples, une Union africaine qui part de la base, pas une Union africaine où les chefs d'État vont se retrouver dans des chambres climatisées, dans des conférences qui coûtent même à l'Afrique, mais à la limite, les peuples ne se retrouvent pas dedans. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour parvenir à cette Union africaine? Pour parvenir à cette Union africaine, nous sommes de la logique des regroupements communautaires renforcés. Vous voyez, la CEDEAO, quoi qu'on dise, est un regroupement communautaire très renforcé, très envié. Mais le ministère des Affaires étrangères, il va falloir qu'on commence par redénommer. Parlons dans tous les pays déjà du ministère de la CEDEAO et des Affaires étrangères. Ça voudrait dire que nous mettons l'accent sur le regroupement communautaire parce que nous comprenons le bien fondé des regroupements communautaires. Donc, vous ne voulez pas faire allusion seulement à l'État, mais aujourd'hui, il faut parler de l'Afrique en général. Exact. Mais ce serait un peu compliqué. Mais compliqué, mais pas compliqué et ambitieux à la fois, mais pas impossible. Mais quelle est l'indépendance ou bien cette autonomisation de chaque pays? Où est-ce que vous la laissez? Non, mais l'indépendance, les États-Unis, vous allez me dire que le sénateur d'un État américain, il n'est pas libre dans cette démarche. Non, le moment venu, ce n'est pas le moment de développer tout le mécanisme, mais le moment venu, les gens l'ont fait ailleurs. La confédération, enfin, regrouper les États en un État fédéral, c'est pas de la mer à boire. Il suffit que nos dirigeants aient la volonté politique et s'y mettent, ça passerait comme une lettre à la poste. Mais aujourd'hui, à voir l'allure que prennent les choses, nos dirigeants ne sont pas aptes à quitter leur pays, à accepter peut-être l'alternance, à vouloir l'intérêt de leur nation. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Et vous pensez que vous pouvez faire bouger les choses? Mais c'est justement ça qui nous encourage à aller dans ce sens. C'est parce que les gens ne veulent pas qu'il faut que les peuples les forcent. Moi, j'ai toujours dit que le problème des peuples africains, c'est qu'on laisse nos problèmes, aussi pertinents soient-ils, être portés par les politiques. Il faut que la société civile africaine se réveille. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai fait un peu de recul, pas parce que j'ai renoncé à la politique, mais j'ai compris qu'ailleurs, pour faire la politique, il faut d'abord s'imprégner de ce que les peuples à la base veulent. Il faut d'abord faire des actions citoyennes, comprendre mieux les besoins avant de... Puisque ce qui se passe en Afrique, tout le monde veut devenir président, tout le monde veut devenir ministre. Du coup, on laisse les revendications les plus légitimes être portées. Je ne dis pas que les politiques ne vont pas porter les revendications, mais les laisser porter les revendications de façon exclusive fait du tort à nos populations. Mais quelqu'un qui nous entend ou bien qui nous voit dira que votre rêve se réalisera peut-être en l'an 30, en l'an 3000 peut-être. Bon,
Vous savez, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Je dirais que c'est un rêve. Je suis d'accord et je soutiens que ce rêve se réalise le plus tôt possible. Donc, Club Citoyen a des visions. Quelles sont ces visions? Voilà, l'objectif primordial pour nous, comme je le dis, c'est en deux. Première chose, au niveau local, au niveau national, arriver à faire de tous les Togolais de bons citoyens. Enfin, des citoyens qui comprennent leurs droits et devoirs et qui agissent en conséquence. Premier niveau de raisonnement. Deuxième niveau de raisonnement, c'est au niveau international. Faire des citoyens africains, des citoyens qui comprennent le bien fondé de l'Union africaine sur la base de ce que je vous ai développé, de l'Union africaine des peuples. Lorsque nous aurons réussi ça, nous pourrons fermer la porte du Club Citoyen. D'accord. Mais Kadhafi avait voulu faire l'Union africaine des peuples, mais on sait là où il est aujourd'hui. Bon, c'est d'autres considérations. Ce n'est pas parce que vous avez eu un accident en cours de route que vous allez refuser de monter en bord d'un véhicule. C'est le véhicule qui vous amène à l'hôpital. Les accidents de parcours, on en aura. L'histoire a toujours montré que, mais bon, c'est ça même qui, voilà, quand la lutte devient dure, c'est l'effort qui avance. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez être un acteur clé de la situation togolaise à travers le Club Citoyen? Bon, le Club Citoyen, c'est un mouvement de la société civile. Donc, par définition, un mouvement de la société civile n'envisage pas, peut porter des revendications politiques, contrairement à ce que les gens disent, peut porter des revendications politiques. La différence avec les organisations politiques, c'est que nous n'envisageons pas de mettre en œuvre les réclamations que nous faisons. Mais bon, l'homme étant comme un arbre qui naît, grandit et meurt, si jamais demain je trouve que ceux qui sont appelés à mettre en œuvre les réclamations que nous portons ne le font pas bien, nous aviserons à ce moment. Ah bon. Et vous allez prétendre être à la tête du pays ou bien diriger les communautés locales? Voilà, j'ai regardé comment ça se passe ailleurs. J'ai compris que si vous prenez les pays comme la France, on ne rentre pas dans la politique par devenir ministre. J'ai compris que les gens ont commencé par gérer au niveau local. Si jamais je devais faire la politique, je ne vais même pas penser au législatif, je vais penser au local. Ça me plairait par exemple d'être le maire des deux villes que je vous ai citées, Taboubou ou Fogan. Ah bon. Parce que... Et ce serait un rêve lointain ou bien si proche? Ou à l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens de ma politique, mais dès que les moyens seront réunis, vous verrez. Donc pour devenir membre, il faut passer par les élections. Actuellement, le processus électoral dans notre pays connaît des soubresauts. Vous voyez également, vous suivez l'actualité. Que pensez-vous de ce que nous vivons actuellement dans le pays par rapport au processus électoral? Processus électoral. Actuellement, nous sommes dans la phase du recensement électoral qui se passe d'ailleurs très bien parce que l'opposition classique a fait une erreur d'appréciation en appelant au boycott. Je dis erreur d'appréciation parce qu'ils n'ont pas mis certains paramètres dans la balance. Quels sont ces paramètres? Voilà, premier paramètre, quand nous quittons Lomé déjà à 50 km de Lomé, nous sommes dans un état où près de, je n'ai pas l'estimation, mais la majorité n'a pas une pièce d'identité. Sachant que nos populations à la base se servent de cette carte d'électeur comme document d'identité, c'est mal pensé que d'appeler les gens au boycott et qu'ils puissent observer. C'est pour ça que je parle d'erreur d'appréciation. Mais vous l'avez dit sur ce plateau, je pense que c'est le manque de communication qui fait cela. Une carte d'électeur, c'est une carte qui ne vaut seulement que pour les élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Togo. Moi, j'ai vu des gens faire des opérations bancaires avec une carte électorale. Je vais tout le temps au Bénin à côté, j'ai vu les gens brandir une carte d'électeur. Voilà, et ça leur a permis de traverser librement les frontières. Donc, c'est que les gens l'utilisent. En principe, c'est ça. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Il faudrait corriger ce tir.
Exactement. Parce que nous entendons dire aujourd'hui que il faut faire des transactions bancaires avec la carte d'électeur. Même si tu sors la nuit, au lieu de la carte d'identité, on va te demander la carte d'électeur. Mais est-ce que nous n'allons pas vers la dérive? Il y a le bien fondé de la carte d'électeur, mais on passe à côté. Non, je n'ai pas... Nous sommes des leaders d'opinion, nous devons éclaircir l'opinion. Mais est-ce qu'on doit maintenir ces discours? Est-ce que ça voudrait dire, si on a une carte d'électeur, son utilité, c'est faire des transactions bancaires et le jouir cela comme carte d'identité? Non, vous m'encouragez dans notre initiative au Club Citoyen, à savoir que les peuples sont ignorants de leurs droits. Voilà. La Bible dit, mon peuple périt faute d'ignorance. Moi, un policier ne peut pas me regarder droit dans les yeux et me demander, lorsque je lui aurais brandi ma carte d'identité, de lui donner ma carte d'électeur. Le vote, avoir un carte d'électeur, c'est un droit et un devoir. Mais le droit togolais n'a jamais puni, quelqu'un qui a voté par les pieds, comme on dit en droit. Quelqu'un qui n'est pas allé voter, ce n'est pas sanctionné par le droit togolais. Non. Et donc, je ne vois pas quel policier peut avoir le courage, sinon le culot, de me réclamer la carte d'électeur alors que je lui aurais tendu ma carte d'identité nationale pour vérification d'identité. Ça veut dire que mon peuple ne connaît pas son droit et souffre. Donc le Club Citoyen a sa raison d'être. Mais n'est-il pas lieu que l'État aussi fasse sa part en essayant d'éclaircir les choses et faire la part des choses par rapport à la carte d'identité, à la carte d'électeur? Au moins, quand même, il faudrait que l'ignorance tue, comme vous l'avez dit. Mais les gens, même j'ai discuté avec quelqu'un, une intellectuelle, qui me fait savoir qu'au boulot, son patron, qui est, comment l'appelle-t-on, un enseignant de l'université, leur dit d'aller, qu'il paraît qu'on demande des cartes d'électeur à la place des cartes d'identité. Et les encourage à aller faire la carte d'électeur. Bon, c'est un peu triste. Heureusement que vers la fin, vous avez utilisé le mot encourager. Je m'attendais à ce que vous me disiez les oblige. Allez. Non. Je crois qu'il y a des abus qu'il faut corriger. Mais est-ce que l'État, je crois que c'est des informations officieuses, de façon officielle, aucune administration n'obligerait à faire ça. Je crois que mettons ça sous le sceau du doute qui profite à l'administration. Je ne veux pas croire, mon niveau ne me permet pas de croire à ces allégations. Vous avez dit tout à l'heure que le boycott n'était pas bien parti du côté de l'opposition, mais ceux-ci disent que les conditions ne sont pas réunies pour faire une élection crédible et transparente. Oui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas... J'ai dit qu'ils ont fait une erreur d'appréciation parce qu'ils ont fait un truc qui n'a pas marché. Le résultat, c'est que la mouvement s'en moque. Moi, je dis que la réussite de ce processus de recensement n'est ni la victoire de UNIR, ni la défaite de l'opposition. Sauf que je dis qu'ils ont fait une erreur d'appréciation. À leur niveau, ils devaient pouvoir mettre ces paramètres dans la balance pour comprendre qu'un boycott ne serait pas suivi. Bien sûr, dans leurs revendications, ils préconisent qu'on puisse faire une, comment l'appelle-t-on, qu'on organise une activité foraine qui va permettre d'établir des cartes d'identité à chaque individu à l'âge de voter. C'est ce qu'ils ont mis dans leurs revendications. Oui, ça va être l'idéal, mais est-ce que à l'heure actuelle, surtout que le gouvernement s'en tient à la date fatidique du 20 décembre, est-ce que ça va être possible? Je dis non. Quand on est politique, je crois qu'il faut mettre ensemble l'idéal et faire aussi la réelle politique. Est-ce que actuellement la revendication là, même si elle est fondée, peut passer? Je ne réponds pas à la négative. Mais moi, je pense que la naïveté nous punisse ici. Si je crois qu'avec une carte d'identité, j'aurais plus à faire que par rapport à une carte d'électeur, je dois faire la part des choses également. Exact, je suis d'avis. Mais si vous dites l'affaire l'erreur d'appréciation, moi je vois que plutôt leur thèse est la bonne. Elle est la bonne dans la mesure où aujourd'hui peut-être je n'ai pas de carte d'identité et la carte d'identité me permettra quand même de transcender les frontières par rapport à une carte d'électeur. Quand aujourd'hui on opte pour l'établissement forain des cartes d'identité, je pense que c'est ce que le peuple, on doit faire comprendre cela au peuple, le bien fondé de cette action. Oui, c'est comme on ne se comprend pas. Je dis que c'est une très bonne idée, c'est d'ailleurs même l'idéal. Mais je mets le paramètre temps en jeu pour dire que, est-ce qu'en décembre... Est-ce que quelque chose nous pousse à organiser les élections en décembre? Exactement. C'est une très bonne question. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi on veut vaille que vaille faire les élections
le 20 décembre. Surtout que la CEDEAO a estimé que c'était une date indicative. À mon humble avis, on ne doit pas se sentir dans l'obligation d'organiser, surtout que les acteurs ne s'entendent pas actuellement. Voilà, ça me fait craindre pour l'avenir. Parmi les conditions réclamées par la C14 figure la parité des membres au sein de la CENI, mais le blocus se situe au niveau de l'UFC qui n'est pas reconnu comme un parti de l'opposition. Selon vous, l'attitude de l'UFC est-elle justifiée si elle refuse de ne pas faire démissionner son membre de la CENI? Voilà, je ne veux pas me permettre de justifier un grand parti, de juger un grand parti comme l'UFC, mais je fais seulement un commentaire sur la question. Je fais le commentaire en tant qu'analyste et je fais le commentaire en tant que Joël. Voilà, je dis qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la règle Nemo ni du tour. Ça voudrait dire que quoi? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je me dis aujourd'hui que, l'ANC fondamentalement, mais l'ANC est victime de sa propre turpitude. Pourquoi je le dis? La loi de juillet 2013 sur le statut de l'opposition, quand vous lisez déjà l'article 2, cette loi dispose que pour être opposant, il suffit de déclarer dans le début de législature qu'on est de l'opposition. Mais quelle aberration! Quelle aberration! Mais à l'époque, mais puisque ça arrangeait, n'oublions pas, c'était une loi toute faite pour arranger le leader de l'UFC, Gilles Olympio. Mais comme lui aussi, il a fait une erreur d'appréciation, encore une fois, parce qu'il rêvait encore à son temps qu'il pouvait gagner les législatives de 2013. En tout cas, aura plus de voix que les autres partis de l'opposition. Parce qu'ils ont signé un accord entre-temps en 2010 qui a profité à ses collaborateurs. Mais lui, en tant que personne physique, n'a pas tellement de retombées, si ce n'est des retombées par personne interposée. Alors, il faut faire quelque chose pour que le chef aussi profite de la manne. On a fait une loi et il aurait convaincu les gens en son temps qu'aux élections de 2013, il avait encore la popularité. Il a été totalement désillusionné. Avec 2 députés. Voilà. Et l'UFC, pourquoi je parle de turpitude de l'ANC, c'est qu'en son temps, puisque l'ANC est venue au-devant en termes de nombre de sièges, devant tous les partis politiques de l'opposition, comme ça arrangeait l'ANC, il voulait avoir la fin de la loi, parle de statut du chef de file de l'opposition. Comme ça arrangeait l'ANC à son temps. Il a fermé les yeux sur... Oui, je me rappelle, à l'époque, le CAR n'était pas encore déchiré. Maître Apévon, président du CAR à l'époque, défendait Bekele, on trouve que c'était une aberration. Mais vous imaginez ça, ça voudrait dire que si on est dans le droit pur, ça voudrait dire que même quelqu'un de l'UNI peut dire aujourd'hui qu'il est de l'opposition. Vous voyez dans quel état on a mis. Mais bon, l'ANC ou bien, enfin, l'UFC à l'époque n'avait pas, et l'ANC n'avait rien fait pour contester cette loi. Voyez-vous, aujourd'hui, mais légalement, sur le plan pur juridique, l'UFC est de l'opposition. Ils sont de l'opposition parce que la loi le leur permet. Ils ont déclaré qu'ils sont de l'opposition et la loi le leur permet. Vous avez sillonné d'autres cieux. Est-ce qu'en Europe, c'est ce qui se fait? Quand tu fais partie du gouvernement, tu es automatiquement classé comme faisant chemin, ou bien tu ne t'opposes plus à ce gouvernement? Oui, je disais tantôt que c'est une aberration parce que on ne peut pas faire partie d'un gouvernement, exercer l'action gouvernementale et revenir dire qu'on est de l'opposition. C'est pour ça que je trouve que la loi là, on nous a fabriqué un monstre au Parlement. Et c'est pour ça que je parle de turpitude de l'ANC qui en son temps n'avait pas vu ses failles, alors que le cas le lui faisait savoir. Voyez-vous, ça n'existe, ça n'a même pas de sens. On n'a même pas besoin de faire appel à nos facultés de droit. Mais c'est le bon sens. Vous participez à l'action gouvernementale et vous revenez dire... Contredire la même chose. Vous venez dire que vous êtes de l'opposition. La seule exception, et le Togo a fait une jurisprudence en la matière, c'est au cas où tout le monde s'est fondé dans un creuset. On appelle ça gouvernement d'union nationale. Parce qu'il y a une crise, tout le monde s'entend pour régler un problème. Exceptionnellement, dans ce cas, je parle de la jurisprudence togolaise avec Maître Agboibo en 2007. Là encore, c'est discutable.
Mais bon, on a des éléments pour adoucir la chose, pour dire que non, c'est parce qu'il y a un problème, on s'est arrêté un moment pour que tout le monde contribue à régler. Dès que la situation est normale, dans un pays normal, on organise les élections et tout, il n'y a pas de crise et tout, mais comment vous pouvez participer à l'action gouvernementale et vous réclamer de l'opposition? Ça n'a aucun sens pour moi. Aux dernières nouvelles, l'UFC compte mener l'affaire devant la justice. Cette option lui sera-t-elle profitable? Bon, je ne saurais anticiper sur les décisions de justice, mais je me dis que, si je peux me permettre de commenter, je me dis que ça n'aboutira pas pour deux raisons. La première raison, c'est que le mandat des gens qui sont à la CENI, mais c'est un mandat d'1 an qui peut être renouvelé. C'est ce que le code électoral prévoit. Mais ils sont rentrés là-bas, je crois. Le membre de l'UFC est rentré en octobre 2017. Et bientôt, il fera 1 an. Et voilà, il n'est plus membre de droit. Est-ce qu'eux-mêmes, ils le savent? J'en sais rien parce que je n'ai pas eu à les aborder. Mais ça, c'est de l'eau que vous apportez à nos moulins. Normalement, donc au-delà des 1 an, qu'a-t-il lieu de faire? Est-ce qu'il doit reprêter ses mains ou bien on doit les reconduire? On peut reconduire quand il y a des élections en vue. Mais je me dis qu'après 1 an, leur mandat finit et le problème de recomposition de la CENI se pose de nouveau. Et là-dessus, si vous voulez que j'anticipe, les gens disent que l'ANC est gourmand. Enfin, est gourmand parce qu'il en a pris 3. Je me pose la question si c'est vraiment l'ANC qui est gourmand. Parce que UNIR en a pris 5, ça ne pose problème à personne. Et je ne dis pas que UNIR n'a pas le droit de prendre 5 parce que c'est la loi qui leur permet. Oui, le parti gouvernemental prend 5, l'opposition parlementaire. Et les mêmes dispositions disent que l'opposition parlementaire a droit à 5. On ne va pas distribuer les 5 membres sur la base des accointances, des connivences. On ne va pas. Ce n'est pas de la philanthropie en fait. Il faut avoir des règles de calcul. Combien de députés l'ANCA? De façon proportionnelle, je dirais même qu'ils ont été cléments. Oui. Parce que en fonction du nombre de sièges qu'ils ont eu, ils auraient pu demander plus. 4. Voilà. Mais autre problème, c'est que c'est vrai, la loi permet à l'UFC de se réclamer de l'opposition parlementaire. Mais Adi aussi est de l'opposition parlementaire. Le bon sens aurait voulu que lorsque Adi a cédé à l'UFC son poste en 2013, et que cette fois-ci, quand même... Retour de l'ascenseur. Voilà. Donc, je ne trouve pas, à mon avis, que l'ANC soit gourmand. Au contraire, c'est le même principe qui a permis à l'UNIR d'avoir 5 représentants, qui leur permet de réclamer 3. Voilà. L'opposition, quant à elle, voit une main noire derrière tout ce qui se passe. Est-ce que c'est justifié? Voilà. Je n'ai pas la preuve de ce que vous dites. Mais en analyse, je me dis que ça me paraît pertinent. C'est pourquoi je le dis. Le code électoral prévoit que si vous avez 9 membres sur les 17 ou pas, le quorum est atteint. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où UNIR n'a pas intérêt à ce que l'UFC parte parce que le quorum ne serait plus atteint et les activités seront bloquées. Donc, l'analyse là me permet de dire que ceux qui ont cette thèse-là, la thèse me paraît pertinente. Mais par rapport à la C14, elle préconise qu'on ait une personnalité neutre en guise d'administrateur. Mais voilà, ils ont 8-8. Et le problème doit persister par rapport à la composition de la CENI. Si le parti au pouvoir a 8, l'opposition a 8, il va rester une personne. Oui, pour départager les deux camps. Oui, la personne là, ce n'est pas une personne prise au hasard. Hein, il doit émaner de l'administration. Pour le moment, le problème ne se pose pas par rapport à l'homme, la personne qui doit venir de l'administration. Le problème, c'est le partage des 8 là. Je ne comprends pas pourquoi, en envoyant, ils vont peut-être m'expliquer, peut-être que c'est la loi qui leur résiste, je ne comprends pas pourquoi la C14 a cru devoir serrer les choses en disant ANC3, alors que quand moi j'ai regardé le truc, on a dit mouvance et puis je crois la C14, on n'a pas dit C14 mais bon, les protagonistes. Voilà. Ils auraient pu dire chaque parti, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et puis ça nous éviterait ces commentaires de l'UFC, AU, l'INC. Mais bon, ils ont leur raison. À leur place, je ne ferai pas comme ça. Je dirais C14, 5, on envoie les noms.
Mais moi, je reviens sur ma question, c'est par rapport, aujourd'hui, s'il y a recomposition, et les deux camps ont 8-8, la C14 préconise qu'il y a une personnalité neutre. Parce que si le quorum doit être 9, c'est là que je vois une personne neutre, mais doit venir d'où? De l'administration. On a précisé qu'elle doit venir de l'administration. Je ne pense pas que, de façon officielle, UNI puisse avoir le courage de dire que la personne, l'autre personne dont vous parlez, je ne pense pas qu'ils aient le courage de dire qu'il est de la mouvance. Quand on est de l'administration, on est supposé être neutre. Oui. Donc le problème se pose avec moins d'acuité pour moi. Mais la C14 précise que ça soit peut-être un prélat, quelqu'un d'une moralité appréciée. Je comprends leur inquiétude, hein, parce que ailleurs, il faut avoir le courage de préciser. Hein, dans un état de démocratie avancée, on n'a même pas besoin de la CENI, d'une quelconque CENI pour organiser les élections. Hein, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Mais nous sommes dans un contexte africain, sinon togolais, qui fait que voilà, personne n'a confiance en l'autre. Et donc, ce serait peut-être pertinent à l'idée que vous avancez, que l'autre personne soit vraiment d'une moralité que personne ne serait douté de sa neutralité. Puisque c'est cette personne qui va départir les deux camps. Ils ont déjà 8-8. Surtout que la mouvance a fait preuve de bonne volonté entre-temps, en choisissant Monseigneur, celui d'Atapamela pour diriger. Voilà, pour diriger. Je crois que c'est des personnes crédibles qui ne souffriraient d'aucun doute de neutralité. Je trouve ça pertinent. Tout ce qui se passe importe peu au gouvernement. Il poursuit paisiblement l'organisation des élections. Et est-ce qu'il est aujourd'hui possible qu'on puisse les arrêter en voyant un peu les revendications portées par le camp opposé? Est-ce qu'il est possible? Oui, il n'y a rien d'impossible dans ça. Il est possible de revoir, de s'arrêter un moment, de faire. Mais je ne pense pas que la mouvance est dans cette logique. Je ne pense pas. Pour la mouvance, le chien aboie, la caravane passe. Mais ça me fait peur parce que nous avons estimé entre-temps, quand je dis nous, c'est nos gouvernements estimé entre-temps que nous sommes en crise et qu'il fallait faire appel à la facilitation. Mais vous faites appel à quelqu'un qui vous demande de faire les activités, de faire le reste du processus de façon consensuelle. Pour ma part, c'est la meilleure façon. Si on pouvait trouver un créneau pour arrêter, histoire de rendre le processus plus consensuel, pour que tout le monde s'accorde sur le nécessaire, je trouve que ça devait être la bonne solution. Mais la lecture n'est pas faite de la même manière, puisque le gouvernement dit qu'il respecte à la lettre ce qu'a dit la feuille de route, l'opposition pense le contraire. Puisque le gouvernement ne se voit pas passer à côté de la feuille de route. Oui, ne pas passer, respecter à la lettre la feuille de route aussi, il faut trouver à redire parce que, vous savez, en droit, lorsque la règle de droit devient un peu floue, il y a des techniques d'interprétation. Parfois, quand vous ne comprenez pas la première lecture, on fait appel à ce qu'on appelle les motifs préparatoires. Ça veut dire, quelle a été l'intention du faiseur de la loi? Est-ce que dans quel contexte, quelle a été l'intention? Qu'est-ce que la CEDEAO a voulu nous dire? Est-ce que la CEDEAO a voulu coûte que nous respectons la date du 20 décembre? C'est des questions, par exemple, qu'il faut se poser pour peut-être rectifier le tir. Pour ma part, j'estime que la date du 20 décembre peut-être est une date indicative qui ne s'impose en rien à nous. Et donc, on a le temps. Il vaut mieux bien faire que de vite faire. Il paraît que le 21, il y aura la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO et les facilitateurs doivent donner un rapport. Je veux bien croire qu'à cette occasion, des décisions sortiront pour nous. Mais je continue pas à préciser que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Parmi les revendications de la C14 figure l'enrôlement des mineurs, comme le montrent certaines images sur les réseaux sociaux. Peut-on accorder du crédit à ces images? J'espère que vous les avez vues. Oui, j'ai vu les images passer, sauf que je suis tenté de douter sur ces images parce que j'ai vu aussi des commentaires hier qui disent que c'est des images qui viennent du Congo. Là, je demande carrément, quand vous voyez un peu les kits, surtout l'imprimante, il y a des numéros qui sont mis et le Togo est bien inscrit 2018. Ceux qui ont les images n'ont qu'à vérifier. Sur les kits,
surtout l'imprimante, le côté de l'imprimante, il est bien mis Togo 2018. Ah, bon, pour ceux qui admettent que ce sont des images de la RDC. Non. J'avoue que je n'ai pas ces dernières informations. Ce que j'ai eu, c'est qu'ils disent que c'est des images qui viennent de la RDC. De toute façon, c'est parole de la CENI contre parole des... Donc voilà, il va falloir qu'on apporte les preuves dès que j'aurai les éléments là. Mais ça m'étonnerait que dans ces contextes, la mouvance aille jusqu'à enrouler des mineurs, parce que ça ne fait qu'envenimer la situation. Parce qu'ils donnent des arguments tous azimuts à l'opposition de contre-attaquer. Mais de toute façon, sorti d'ici, je vais regarder de près. Mais je trouve quand même que c'est malheureux si on en vient jusque-là. Dans un courrier adressé aux facilitateurs cette semaine, la C14 redoute l'existence des groupes d'autodéfense qui ont sauvagement battu un point focal de la C14 à Kara. Vous avez certainement vu aussi l'image. Oui, j'ai vu les images passer. Je dis que de ma position de défenseur des droits de l'homme, je trouve déplorable qu'on en vienne à des arguments musculaires en 2018, si tant est qu'on n'est pas d'accord avec l'opinion de l'autre. Je condamne et le club citoyen, qu'un citoyen, parce que au nom de ses opinions, qu'on en vienne à des arguments musculaires. La politique doit-il rimer avec la violence? Exactement pas, c'est le contraire. Si la politique doit rimer avec la violence, je ne vois plus l'importance de ce que nous appelons l'État. Vous savez, l'État, c'est parce que les hommes, au début, les hommes craignent pour leur insécurité individuelle qu'on a proposé ce contrat social-là, cette forme de communauté qu'on a appelée plus tard l'État, pour que, selon Thomas Hobbes, individuellement, les gens confèrent une partie de leur sécurité, enfin de leur liberté individuelle, à celui que Thomas Hobbes appelle le Léviathan, l'homme fort, pour qu'il puisse assurer la sécurité de tous. Mais revenir à se défendre de façon personnelle, c'est aller contre le principe de vivre en communauté. Parce que dans un État, même si quelqu'un t'offense, Thomas, il y a la justice. Voilà, il y a la justice. Il n'y a que l'État qui a le monopole de la contrainte physique. L'on ne peut se faire justice soi-même. Mais entre-temps, nous avons vu des membres du gouvernement qui ont approuvé ces groupes d'autodéfense. Je n'ai pas la même information que vous, mais je ne trouve pas que ce soit judicieux qu'un homme d'État puisse déclarer officiellement que ce soit normal qu'en dehors de la justice. Ça voudrait dire que les institutions ne fonctionnent pas bien. Sinon, il y a la police, il y a... Voilà, c'est de façon exceptionnelle. Mais le Togo n'est pas encore arrivé. Le cas de ce responsable de parti politique à Kara, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit dans l'autodéfensive? Il paraît qu'il a invité les gens à boycotter les élections. Vous pensez que c'est un crime? À supposer même que c'est un crime. Ça ne met pas en danger la vie des autres. Appeler quelqu'un à boycotter les élections ne met pas en danger la vie de quelqu'un pour qu'on puisse faire usage de l'autodéfense. Et à cette allure, n'allons-nous pas encore vers des lendemains incertains au cas où les élections arrivent à se tenir le 20 décembre? Non, je suis du club citoyen. Je ne suis pas un bon citoyen. Je ne suis pas un citoyen simple. Je me prétends en voie de devenir un bon citoyen. Et à ce titre, je ne le souhaite pas pour mon pays. Mais je crains bien fort justement qu'à l'allure où nous allons, il n'y a que deux scénarios possibles pour les élections. Si on les tient soit le 20 décembre, le premier scénario, c'est que voilà, le gouvernement continue la procédure de façon pas, je ne dirais pas unilatérale parce qu'il y a d'autres partis, mais bon, pas de façon consensuelle et inclusive, comme la feuille de route le leur recommande. Et à cette allure, nous aurons réussi à organiser une élection, aussi transparente soit-elle. On réussira à organiser une élection, mais on manquera de régler la crise. Bien sûr. Deuxième scénario, c'est que, entre-temps, d'être sous la directive de la CEDEAO ou encore de la bonne volonté du gouvernement, on fait break, on remet les pendules à l'heure et on aurait réussi à la fois des élections transparentes et on aurait contribué à résorber considérablement la crise. Et c'est ça que je souhaite pour mon pays. Effectivement. L'actualité, c'est aussi l'affaire Sébastien Javon. Au Bénin, il est accusé d'être l'auteur des 18 kilos de cocaïne pure retrouvée dans un des conteneurs de sa société. Une manipulation politique, que pense-t-il?
Bon, c'est difficile de commenter les décisions de justice, mais je vais m'essayer parce que pour moi, l'opposant à Javon est victime de ce qui est arrivé exactement à Talon, oui. Il y a quelques années. Vous voyez, c'est normal, hein, dans la cour du roi. Oui, non, je vais pas dire. C'est que pour Nicolas Machiavel, de son vivant, le roi ne doit pas avoir un défunt attitré. Oui, ah oui. Vous voyez, à Javon, qui est arrivé 3e aux élections de 2016, j'imagine qu'il s'est rallié même juste après à Talon pour que celui-ci remporte. J'imagine qu'il y a des accords internes, hein, surtout que le Talon promettait un seul mandat, mais il se voyait président après les 5 ans de Talon. Après les 5 ans, c'est un 5 quinquennat. Après les 5 ans de Talon. Non, mais je pense que les réformes prévues par Talon, c'est 7 ans ou bien 10 ans, je crois. Je parle, il avait prévu un seul mandat. Je suis à l'époque où c'était un quinquennat et il promettait 5 ans. Je dis que dans la tête d'Ajavon, en ce moment-là, après 5 ans de Talon, il serait président. Il serait président. Sauf que je ne sais pas s'il a manqué de respecter l'accord, mais quelques temps après, il a créé son parti politique, USR, je crois, et a commencé par dénoncer la gouvernance de Talon, ce qui aurait sans doute fait mal. Et il faut lui trouver politiquement, enfin, il faut lui trouver une solution juridique pour régler un problème politique, c'est-à-dire l'écarter une fois pour de bon, mais à travers un problème juridique. C'est mon avis, c'est un commentaire. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais c'est mon analyse. En tant que juriste, M. Abalo, ces preuves suffisent-elles pour condamner l'accusé à 20 ans de prison plus une amende de 5 millions de francs? Oui, nous avons suivi même avec intérêt comment le procès s'est déroulé. Vous avez vu comment on a nargué les avocats de la défense. À la limite, ça frise le ridicule, mais bon. Une cour qui vient d'être constituée, j'ai lu même un document qui dit que le président a même avoué que non, il vient d'être constitué, donc eux vont condamner, après ils verront. Ça fait un peu désordre. Non, mais ce n'est pas la justice. Ça fait un peu désordre, mais bon, je ne suis pas habilité à commenter les décisions de justice aussi, surtout que c'est un pays souverain. Mais ça fait mal. Ça fait un peu désordre selon moi. Alors que les avocats de l'accusé veulent faire recours et demandent l'asile politique pour leurs clients, la justice béninoise a lancé un mandat d'arrêt contre Sébastien Javon. Quelle peut être la suite de cette affaire? Est-ce qu'on peut anticiper sur la suite? Je me dis qu'on verra clair. Est-ce que la France est habilitée aujourd'hui à accepter l'asile politique pour Sébastien? Je ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles la France accorde l'asile politique pour l'être humain. Il est déjà sur le territoire français, me semble-t-il. Donc, c'était également là-bas que Talon était aussi. Voilà, si toute chose égale par ailleurs, je dirais que je suis tenté de dire que la France va trouver une solution politique comme ce fut le cas de Talon. Juste pour terminer cette émission, après la brillante victoire des éperviers mardi passé contre l'équipe nationale de la Gambie, une plainte est portée contre l'un de nos joueurs à la personne de James Oloufade, soit disant qu'il est de nationalité togolaise. Le Togo est dans de beaux draps. Oui, a priori, hein, mais moi, cette affaire ne me fait pas paniquer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? On serait dans les années 50-60, d'ailleurs même le problème ne se poserait pas. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre attaquant brésilien qui est devenu italien après, José Altafini. En 1958, ce joueur avait emporté la Coupe du Monde avec le Brésil. 4 ans plus tard, il a compéti pour l'Italie. Oui. Malheureusement, il a perdu cette fois-ci. Mais bon, voilà, c'est comme ça se passait. Vous avez vu dans l'histoire, quand vous prenez Thiago Motta, qui a joué des matchs amicaux avec le Brésil, mais qui a fini par compétir sous les maillots italiens, bien d'autres exemples. Hein. Mais ça ne me fait pas peur dans la mesure où même dans le règlement de la FIFA et même de la CAF,
la double nationalité ne s'oppose même plus aux gens. Parce qu'entre-temps, on a réglementé, je parle des années 50, mais après mais à partir de 2004, le règlement de la FIFA permettait la double nationalité. On a vu des jeunes joueurs africains qui ont même joué pour les moins de 18 ans en France, hein, mais ça n'a pas empêché qu'ils viennent jouer pour leur équipe nationale. Mais j'ai cherché les informations, je ne l'ai pas eu. Je veux juste m'assurer que le monsieur Oulou Faré n'a pas fait usurpation d'identité. C'est dans ce seul cas qu'on serait Je ne crois pas mal parce parti. que le chargé à la communication de la FTF avait dit, certes il avait double nationalité, mais il n'a pas compéti au nom du Nigeria. Non, c'est pas là où le problème se pose. Tout le monde sait qu'il n'a pas compéti au nom du Nigeria. Là-dessus, nous avons un argument béton imbattable. Ça ne pose aucun souci. Mais il y a une jurisprudence par rapport à un jeune Congolais qui est à la fois rwandais, qui a changé de nationalité, je ne me rappelle plus le nom, qui avait double nationalité, mais sur deux identités différentes. Et dans un match qui opposait le Congo au Rwanda, la CAF a invalidé sur la base de l'article 41 du règlement de la CAN et puis des articles 82-83 du code disciplinaire de la CAF, a invalidé, a estimé, a retiré le point du Rwanda, l'a donné au Congo. Si on se trouve dans ce contexte, ça va être mal parti. Mais je crois que Oulou Faré est à la fois Oulou Faré nigérien et nous Oulou Faré togolais. Dans ce cas, on n'a pas de souci à se faire. Donc vous envisagez le Togo au Cameroun, à la CAN 2019 au Cameroun? Bon, actuellement, nous sommes troisième de notre groupe, avec 5 points contre les deux autres qui sont le Bénin et l'Algérie qui ont 7 points chacun. Ça va être compliqué, mais moi j'aime beaucoup le football, je suis patriote, j'y crois. Vous y croyez? Donc, dernière question, ça concerne notre entraîneur Claude Leroy, des supputations par rapport à son salaire et à son départ, parce que les Togolais pensent qu'il n'est pas à la hauteur de son salaire. Il n'est pas à la hauteur de son salaire. Bonne question. Mais vous savez, Claude Leroy, c'est un vieux sorcier qui a fait ses preuves sur le continent. Maintenant, en le faisant venir, on a cru qu'il avait la baguette magique de trouver la solution au problème du Togolais. Au fil des années, on se rend compte qu'il fait de son mieux, mais il ne répond pas encore aux attentes. Mais par rapport au salaire, justement, où dans la plupart des pays, au Congo, où les gens veulent plutôt des nationaux, je me demande si ces polémiques ne sont pas l'occasion pour les décideurs d'essayer aussi une solution nationale. C'est un point de vue. Je dis, Claude Leroy, c'est un grand qui n'a pas tout de suite, peut-être il l'aura, mais qui n'a pas encore la formule au problème togolais, vu que voilà, son salaire, me semble-t-il, si j'en crois à ce que vous me dites, son salaire est budgétivore. Il serait intéressant d'envisager une piste d'un entraîneur national. Un entraîneur national, mais le problème s'est posé dans le passé où il n'y a pas un respect total de la part des joueurs, puisque les joueurs sont à l'extérieur, ils gagnent mieux et ils ne respectent pas l'entraîneur national. Voilà, le problème de respect, si vous liez ça seulement au gain, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous savez, je suis aussi, j'ai fait la science politique. Est-ce que nous appelons la science politique des variables idiosyncratiques? C'est-à-dire que le respect qu'incarne une personne dépend aussi de sa personnalité. On n'a pas besoin d'être... Vous me direz qu'il n'y a que les plus riches qui se font respecter. Je dis non. Je ne suis pas le plus nanti de mon quartier, mais je ne pense pas que je suis le moins respecté. Ça dépend du charisme que l'autre là va faire venir. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la personnalité de l'homme. Monsieur Abalo, les 55 minutes qui nous sont imparties tirent comme ça à leur fin, un mot de la fin? Un mot de fin, c'est d'abord vous dire merci de nous avoir invités sur ce plateau, mais de formuler un vœu pour le peuple togolais, pour que à la fin de ce processus électoral, tout le monde soit gagnant. Je voudrais que le peuple togolais gagne, que le Togo gagne. Merci aussi à vous d'être passé dans cette émission. Merci. Je rappelle que cette émission du jour sera sur YouTube à partir de mardi. Il suffit juste de taper dans recherche Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance, suivi du nom de l'invité. C'est Kosivi Joël Abalo, son nom. Donc, je ne saurais vous dire que merci de nous avoir suivis et restez des nôtres le dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Au revoir.